Moi, je suis là pour vous parler de Galilée. Et dans la mesure où la thématique générale de ces séances, c'est la construction des savoirs, des sciences contemporaines, je vais essayer de vous montrer sur le cas de Galilée un double aspect. D'une part, Galilée comme nous étant extrêmement proche. Vous savez qu'on dit souvent, et je vais tenter de vous le montrer, qu'on peut le considérer comme l'un des fondateurs de la science au sens moderne du terme. Donc très proche de nous. Moi qui suis physicien, d'une certaine façon, je reconnais clairement chez Galilée un collègue. Et en même temps, très lointain. C'est-à-dire que c'est dans ce double aspect, depuis 4 siècles, quelque chose qui, d'une certaine façon, est déjà moderne et qui, par d'autres côtés, est déjà archaïque, que c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. C'est dans cette contradiction, il me semble, qu'est l'intérêt du personnage de Galilée. Alors, pour commencer, je crois qu'il faut bien avoir en tête sa situation temporelle et spatiale. J'ai pu constater souvent avec des élèves du secondaire, vous êtes au-delà maintenant, mais que les dates et les lieux de grands événements historiques, d'histoire politique ou d'histoire de la pensée ne sont pas extrêmement clairs. Donc pardonnez-moi si je vous dis des choses qui vous paraissent évidentes. Galilée, d'abord, est un Italien. Son véritable nom, c'est Galileo Galilei. Redoublement du prénom et du nom qui est assez courant en italien. C'est un Italien, il est au plus précisément d'ailleurs, puisque l'Italie en tant qu'Italie n'existe pas encore, elle n'est pas unifiée, il faudra attendre le 19e siècle. C'est un ensemble de petites principautés, royaumes, duchés. Plus précisément donc, Galilée est toscan. Il naît à Pise d'une vieille famille toscane, famille florentine, mais ses parents à cette époque-là sont pour quelques années à Pise, qui est tout près, hein, c'est même pas une centaine de kilomètres, et il passera son enfance d'abord à Pise, ensuite à Florence. Plus tard, je vais très vite, je ne vais pas vous raconter sa biographie en détail, plus tard, les débuts de sa carrière scientifique auront lieu dans la République de Venise, à Padoue, à l'université de Padoue, et puis il reviendra dans sa chère Toscane, à Florence, où il passera la fin de sa vie. Voilà pour sa situation géographique qui est très importante parce que l'Italie, à cette époque-là, est un des foyers de la rénovation culturelle de l'Europe. Quant à ses situations temporelles, Galilée naît en 1564 et meurt en 1642. Autrement dit, l'année 1600 partage sa vie à peu près au milieu. Il est à cheval sur la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette période aux alentours de l'année 1600 pour avoir des repères plus familiers dans notre histoire à nous, dans l'histoire de France? 1600, c'est la période où le roi de France s'appelle Henri IV. Henri IV qui meurt, comme vous le savez, assassiné, Ravaillac, etc., 1610, qui sera d'ailleurs une date extrêmement importante dans l'histoire de Galilée. Donc la vie de Galilée, par rapport à l'histoire française, chevauche sur les règnes de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, puisqu'il meurt donc en 1642. Ses contemporains, en voici un et pas des moindres, c'est Shakespeare, par exemple, qui naît la même année que lui, 1564. Qui mourra un peu plus jeune, en 1613. Ils ne se sont pas connus, bien évidemment. Shakespeare n'a pas quitté l'Angleterre. Et Galilée, assez curieusement, n'a pas beaucoup voyagé, sauf à l'intérieur de l'Italie. Je dis assez curieusement parce que beaucoup des grands esprits européens de l'époque se promènent beaucoup. Pensez à Descartes, qui voyage en Hollande, en Suède. Galilée ne voyage pas beaucoup. Alors je viens de prononcer le nom de Descartes. Voici un quasi-contemporain de Galilée, un peu plus jeune que lui, puisqu'il naît en 1596 et il mourra en 1650. Je ne vais pas vous infliger quantité de dates, mais pour dire que par rapport à des personnages comme Descartes, comme Pascal, qui est encore un petit peu plus jeune, comme des gens de la même époque qui vont apporter des contributions importantes à la science telle qu'elle se redéploie. Par exemple, l'abbé Mersenne, dont je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui est quelqu'un de très important parce qu'il fait circuler le savoir à travers toute l'Europe. Mersenne, lui, né en 1588, sont tous des gens qui sont un tout petit peu plus jeunes que Galilée. Galilée, de ce point de vue-là, par rapport à toute cette génération de gens qui communiquent, qui s'écrivent, qui se lisent les uns les autres, fait un peu figure de frère aîné.
Autre personnage tout à fait important dans ce contexte-là, c'est Kepler, bien entendu. Kepler est un tout petit peu plus jeune que Galilée aussi. Il naît en 1571. Il mourra plus tôt. Galilée a une vie qui est finalement relativement longue pour l'époque, 1564, 1642, presque 80 ans. Par rapport à ses prédécesseurs et ses successeurs, Galilée, je vous le redirai dans un moment, mais évidemment, une de ses contributions majeures, c'est d'asseoir le système de Copernic, le système héliocentrique. Eh bien, Copernic, c'est un siècle avant. Il faut voir que Copernic est né en 1473, mort en 1543, donc bien avant la naissance de Galilée. Il y a donc un siècle qui les sépare. Par rapport à ses successeurs, évidemment, le plus important des physiciens de l'époque classique, ce sera Newton. Eh bien, Newton naît l'année même où Galilée meurt, en 1642. Du point de vue du monde culturel de l'époque, j'ai déjà cité Shakespeare, donc contemporain de Galilée. Nos grands auteurs à nous, français, les grands auteurs de l'âge classique, sont d'une génération plus jeune. Les Molière, les Corneille, les Racine, ça sera plus tard. C'est la période plutôt du règne de Louis XIII, donc plutôt le milieu du XVIIe siècle. En revanche, et toujours pour revenir à l'Italie, qui est quand même le lieu fondamental dans cette affaire-là, il se passe des choses très importantes sur le plan culturel du point de vue de la peinture. Il faut bien voir que 1600, ça n'est déjà plus la Renaissance. La période de Renaissance s'étend, disons, jusque le milieu, pourrait-on dire, du XVIe siècle. Et en 1600, à cheval sur 1600, on est dans une période charnière entre la Renaissance et l'âge classique, précisément. Eh bien, par exemple, c'est la période en Italie du Caravage. Le Caravage naît en 1573, donc vous voyez qu'il a à peu près, à quelques années près, le même âge que Galilée. C'est le moment où la peinture échappe à ses canons Renaissance, devient une peinture plus réaliste, parfois maniériste aussi, mais on change de contexte culturel. Même chose dans le domaine de la musique, et vous verrez plus tard que ça joue un rôle important. Quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que Galilée et qui est le fondateur de ce qui va devenir la musique telle que nous la connaissons aujourd'hui, en rupture avec la tradition de la Renaissance, c'est Monteverdi, auteur d'un des premiers grands opéras connus, l'Orfeo, auteur des Vêpres de la Vierge, qui se joue en 1610 aussi, toujours cette année charnière. Donc période de je ne dirais pas de bouleversement culturel comme l'a été la Renaissance, mais de rénovation culturelle où les choses changent, où on passe encore une fois de la Renaissance à l'âge classique. Et c'est dans ce contexte-là que va se déployer ce qu'on a coutume d'appeler la révolution scientifique, la naissance de la science au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et donc Galilée n'est pas le créateur, ça n'est jamais un homme seul qui fait une révolution, mais il en est un personnage clé et à bien des égards tout à fait représentatif et emblématique. Et c'est pour ça que le choix de ce personnage me paraît tout à fait intéressant et justifié. Alors j'ai commencé par vous parler de ce qui nous le rend proche, de ce qui fait de Galilée quelqu'un qui est un scientifique au sens presque moderne du terme. Et dans un second temps, je vous montrerai en quoi pourtant il est déjà assez lointain dans l'histoire, en quoi les choses ont déjà beaucoup changé dans les 4 siècles qui nous en séparent. Alors commençons par l'un des aspects qui fait sa notoriété, ce sont ses découvertes astronomiques. Eh bien, en 1610, voilà la date fameuse, en 1610, anniversaire que nous fêterons assez grandiosement dans quelques mois, enfin dans 2 ans à peu près, il se passe un événement capital en janvier 1610. Galilée, qui est à l'époque professeur à l'université de Padoue, tourne sa lunette, qui devient donc une lunette astronomique, tourne sa lunette vers le ciel. Et en l'espace de quelques jours, après qu'il y a un journal de travail, en l'espace de quelques jours, il voit ce que nul homme au monde n'avait jamais vu. On passe brutalement, suivant le titre d'un ouvrage fondamental d'un historien des sciences, de Alexandre Coiré, on passe du monde clos à l'univers infini. Le monde clos, qui est celui encore du Moyen-Âge,
et même à certains égards de la Renaissance, un monde fait de sphères emboîtées, fermées les unes sur les autres, monde qui est à une relativement petite échelle. On commence à connaître les distances des astres, mais quand même, nul n'imagine à cette époque-là que les étoiles sont à des distances qu'il nous est devenu habituel de chiffrer en années-lumière, qu'elles sont des millions de fois plus loin que les planètes. On imagine que les planètes, qui sont déjà loin, quelques millions de kilomètres, c'est ce qu'il y a de plus loin au monde et que l'univers n'a pas une échelle supérieure. Donc monde clos sur lui-même, monde évidemment centré sur la Terre, et brutalement, on passe dans l'univers infini. Alors que regarde et que voit Galilée dans sa lunette? Bien d'abord, il regarde la Lune. Et que voit-il sur la Lune? Je reviendrai plus tard sur ce qui lui permet de le voir, parce que ce n'est pas que la lunette qui est l'instrument, mais encore faut-il avoir de quoi interpréter les images que l'on voit dans un instrument. Donc il faut avoir l'esprit fait de telle façon que l'on comprend ce que l'on voit. Il ne suffit pas de voir. Ce qu'il voit sur la Lune, ce sont des montagnes, c'est du relief. Et je vous montrerai, en terminant cet exposé, je vous montrerai les représentations que Galilée a données de la Lune. Alors pourquoi cette découverte est absolument fondamentale? Eh bien parce que dans la conception du monde qu'on a à l'époque, qui est héritée de l'Antiquité et du système aristotélicien, en fait il y a un monde dual. Il y a le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde de la Terre sur lequel nous vivons, qui est le monde du changement, le monde où les choses évoluent, où les êtres naissent et meurent, le monde de l'apparition, du développement et de la corruption. Le monde humain, en quelque sorte. Et puis il y a le monde céleste, le monde supralunaire, à partir de la Lune et au-delà, qui est considéré comme le monde de la perfection, le ciel. Dans le ciel, tout est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les astres tournent sur des cercles absolument parfaits et qu'eux-mêmes sont des globes totalement parfaits et lisses. Et donc, voir et apporter, sinon des preuves, du moins des éléments de conviction, à l'appui du fait qu'il y a des montagnes sur la Lune, qu'il y a du relief, est quelque chose qui bouleverse complètement la vision du monde. Galilée affirme clairement, textuellement, il dit « La Lune, c'est comme la Terre. Sur la Lune, il y a du relief. La Lune n'est pas une sphère parfaite et lisse, c'est une sphère accidentée. Il y a donc de l'accident, de l'imprévu sur la Lune, comme il y en a sur la Terre. Il fait mieux d'ailleurs, puisque par des moyens géométriques relativement simples, il est capable d'estimer la hauteur des montagnes sur la Lune et de montrer que ce ne sont pas des petites collines, ce sont des vraies montagnes, les bords des cratères lunaires qu'il observe. Il ne sait pas d'où viennent ces cratères, pendant longtemps on ne le saura pas encore, on croira que ce sont des volcans, en fait. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il est capable de montrer que nombre des reliefs de la Lune, des escarpements, des bords de cratères, ont des hauteurs qui se chiffrent en milliers de mètres. Il y a des chaînes montagneuses sur la Lune qui montent à 4000, 5000, voire 6000 mètres, donc la hauteur des plus grandes montagnes sur Terre. Donc il y a du relief sur la Lune est comme la Terre, il n'y a donc pas deux mondes séparés, un monde sublunaire et un monde supralunaire. Premier point. Première découverte fondamentale de Galilée. Deuxième découverte non moins fondamentale, Galilée tourne sa lunette vers la planète Jupiter. La planète Jupiter qui brille dans le ciel, qui est le deuxième astre le plus brillant du ciel après la planète Vénus, donc les hommes ont vu de tout temps. Et dans la lunette, il s'aperçoit que ce n'est pas un petit point lumineux comme on le voit à l'œil nu, comme on voit les étoiles, mais véritablement une sphère. Le grossissement de la lunette de Galilée, quoique faible, est suffisant pour lui montrer que Jupiter a du volume, que c'est un astre rond, que c'est donc quelque chose qui n'est pas ponctuel, qu'il y a donc là une planète avec vraisemblablement, ça il ne le voit pas encore, vraisemblablement des accidents à la surface, toute une géographie, etc. En revanche, ce qu'il voit, tout de suite, dès les premières soirées de ce mois de janvier 1610, vraiment un moment absolument capital, le premier soir, il distingue
autour de Jupiter, à droite et à gauche, 3 petits points lumineux, tout petits, très faibles, invisibles à l'œil nu, puisque personne ne l'avait vu avant lui, il est le premier à le voir grâce à la lunette, qui sont curieusement alignés, et alignés avec le centre de la planète Jupiter. Et je dis, tiens, c'est curieux, il y a 3 petites étoiles derrière Jupiter que j'observe grâce à ma lunette. L'œil nu était trop faible, et c'est quand même rigolo parce que elles forment juste une petite barre rectiligne. Deuxième soir, il se rend compte d'une part que ces 3 petits points lumineux sont toujours là, alors que normalement Jupiter, puisque c'est une planète, se déplace par rapport aux étoiles, sur le fond des étoiles, et si les 3 petits points lumineux qu'il avait vus étaient des étoiles, il devrait les retrouver au même endroit et Jupiter aurait glissé un peu plus loin. Non, les 3 petits points lumineux accompagnent toujours Jupiter, mais ont légèrement changé de place. Ils se sont déplacés les uns par rapport aux autres et par rapport à Jupiter. Alors il poursuit ses observations, en quelques jours, sa conviction est faite, ce sont des petits astres qui tournent autour de Jupiter, il les voit s'éloigner, se rapprocher, les satellites de Jupiter ont des périodes de rotation autour de Jupiter qui vont de l'ordre de quelques heures, disons une demi-journée, à quelques journées, et donc vous voyez les déplacements autour de Jupiter, et il les voit très bien, il les repère, il est capable de donner avec une bonne précision les périodes de rotation des 3 puis des 4. Il s'en aperçoit qu'il y en a un 4e. Pourquoi ne l'avait-il pas vu d'abord? Justement parce qu'il était derrière Jupiter, il était en train de passer derrière. Et au bout de quelques jours, quelques heures, il est passé de l'autre côté, il les voit et il observe ces 4 satellites de Jupiter. Alors pourquoi est-ce une observation absolument essentielle? Eh bien parce que c'est la preuve qu'un autre astre que la Terre peut être le centre d'un mouvement de rotation. Quand vous êtes dans le système géocentrique traditionnel, depuis le grand astronome de l'Antiquité Ptolémée et système enraciné dans tout le Moyen-Âge, vous pensez qu'il y a un centre absolu, qui est la Terre, créée par le créateur de toutes choses, qui nous a mis dessus et qui a créé tout le monde autour de nous. Donc la Terre est le centre absolu du monde. Tout tourne autour d'elle. À partir du moment où vous voyez qu'il y a un autre objet céleste, Jupiter, autour duquel d'autres astres tournent, le privilège absolu que semblait avoir la Terre d'être le seul centre de rotation possible disparaît. Et donc, si des astres peuvent tourner autour de Jupiter, eh bien, à la limite, n'importe quoi peut tourner autour de n'importe quoi. Évidemment, ça n'est pas une preuve. C'est simplement un élément qui va venir casser la croyance qu'on avait dans un système géocentrique absolu. Et donc étayer, non pas prouver, mais étayer l'idée que, eh bien, il peut y avoir d'autres centres de rotation dans l'univers. Et de fait, d'ailleurs, ce qui va être la conclusion de cette évolution des mentalités, ça n'est pas, comme on le croit en général, le remplacement du système géocentrique par le système héliocentrique, c'est le remplacement du système géocentrique par un système polycentrique. La Terre cesse d'être le seul centre, et il y a maintenant, tout astre peut être un centre. Alors oui, le Soleil est le centre autour duquel on peut dire que la plupart des planètes tournent, mais les planètes elles-mêmes sont les centres autour desquels tournent leurs satellites, et le Soleil lui-même, ça on le saura plus tard, tourne autour du centre de la galaxie, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus important. S'il s'agissait juste de remplacer un centre par un autre, on resterait dans une espèce de système avec quelque chose d'absolu et une hiérarchie rigide. Non, en fait, le monde est beaucoup plus complexe qu'on le croyait. N'importe quoi peut, en principe, servir de centre à un mouvement de rotation. Donc ce moment est tout à fait capital. Les satellites de Jupiter sont tout à fait essentiels. Troisième grande observation de Galilée en 1610, c'est la Voie lactée. Alors la Voie lactée, ainsi dénommée depuis les Grecs, la galaxie, vous savez, galactos en grec c'est le lait, et que ça remonte à une vieille légende de la mythologie grecque, suivant laquelle Héra, la reine des dieux, allaitant son fils Héraclès, aurait laissé une giclée de lait sortir de l'un de ses seins, qui serait répandue à travers le ciel, et aurait dessiné cette trace laiteuse, cette voie lactée, dans le ciel.
Effectivement, ce que nous voyons, nous, à l'œil nu, par les belles nuits d'été en particulier, c'est une sorte de ruban blanchâtre, pâle, qui traverse le ciel et dont la nature restait extrêmement énigmatique à l'époque. Galilée tourne sa lunette vers la Voie lactée et que voit-il? Grâce au grossissement supérieur de sa lunette, il voit que ce ruban blanchâtre se résout en un fourmillement de petits points lumineux. Autrement dit, la Voie lactée est faite d'étoiles. Étoiles trop lointaines et donc trop faibles pour que l'œil nu puisse les séparer et les distinguer une par une, mais grâce à la lunette, la Voie lactée apparaît comme une collection innombrable, et là encore, passage du monde clos à l'univers infini, brusquement, au lieu des quelques milliers d'étoiles au mieux que l'on peut voir à l'œil nu, il est tout à fait clair que la moindre région de la Voie lactée, déjà avec une petite lunette comme celle de Galilée, ce sont plusieurs centaines d'étoiles qui apparaissent, et si vous prenez l'ensemble du ciel, brusquement, le nombre d'étoiles visibles, et je répète, avec un tout petit et imparfait instrument comme celui de Galilée, est multiplié par 100 ou par 1000. Ce ne sont plus des milliers d'étoiles, ce sont des millions d'étoiles qui apparaissent dès cette époque-là. Donc c'est un moment vraiment capital, et on peut comprendre d'ailleurs le sentiment d'exaltation, le mot n'est pas trop fort, qui a saisi Galilée à ce moment-là. Être le premier homme au monde à voir ce que personne n'avait vu, et qui est d'une importance gigantesque par rapport à la représentation que l'humanité se fait de l'univers, il y a de quoi être véritablement saisi. Il écrit très rapidement, ça dure quelques jours cette affaire-là, c'est 15 jours, 3 semaines d'observation. Immédiatement, il écrit un petit ouvrage, qu'il écrit en latin, s'appelle Siderus Nuncius, autrement dit le messager céleste, ou messager des étoiles, comme on traduit parfois, qui immédiatement va faire un bruit extraordinaire, va parcourir toute l'Europe et va asseoir la réputation de Galilée comme un des plus grands esprits de son temps. Ce texte est traduit en français, je vous le conseille, c'est un petit livre, c'est parfaitement lisible, c'est tout à fait remarquable, et on sent l'importance que Galilée attribue à ses propres découvertes, des petits dessins où vous verrez les satellites de Jupiter tels qu'il les dessine nuit après nuit. C'est incroyablement émouvant. C'est à la fois un livre fondateur de la science contemporaine et un journal de travail où vous le sentez jour après jour en train de faire sa découverte. Bien. Deuxième aspect lié au précédent des apports de Galilée, je viens d'y faire allusion, c'est la mise en cause du système géocentrique, du système de Ptolémée, et l'appui apporté au système copernicien. Alors, j'ai un peu triché quand je vous ai dit que la découverte des satellites de Jupiter venait à l'appui du système copernicien. Galilée se garde bien de le dire à ce moment-là. Les temps ne sont pas encore mûrs. Il dit, j'ai vu les satellites de Jupiter, il donne ses observations, mais il n'en tire pas encore ses conclusions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore assez d'éléments à sa disposition. Vous savez que le système de Copernic, c'est le moins qu'on puisse dire, au sens propre, n'est guère en odeur de sainteté dans le contexte idéologique et religieux de l'époque. Galilée, qui s'est petit à petit convaincu que c'était le bon système, je dis petit à petit, parce que quand il commence sa carrière d'enseignant de physique et d'astronomie à Padoue en 1590, il enseigne lui-même le vieux système de Ptolémée. Puis petit à petit, il est de moins en moins convaincu, il relit Copernic et il va se dire oui, c'est quand même là. Et donc il va travailler pendant des décennies pour accumuler les éléments de conviction. Il commencera peu après ce moment capital de 1610, à en parler autour de lui dans des lettres à ses amis, à ses collègues, mais à titre relativement privé. Ça commence déjà à faire un peu trop de bruit, et en 1616, il y aura un premier procès dans lequel le Vatican, en l'occurrence l'Inquisition, le mettra en cause et lui interdira d'enseigner publiquement le système copernicien. Donc il va rester très prudent pendant encore un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'il estime, pour d'autres raisons, d'ailleurs aussi politiques, le pape a changé, etc., que les temps sont mûrs et qu'il faut qu'il dise ce qu'il a sur le cœur. Et ça va être sa seconde œuvre majeure, je passe sur d'autres livres
moins capitaux. En 1632, vous voyez que c'est quand même plus tard, c'est 22 ans plus tard, Galilée n'est plus tout jeune, c'est le moins qu'on puisse dire, il écrit un livre majeur qui s'appelle « Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde », dans lequel il fait dialoguer trois personnages, un qui le représente, lui, le physicien, découvreur, un autre qui est le partisan des anciennes idées, l'aristotélicien de service, qu'il appelle Simplicio, le simplet, en quelque sorte, et un troisième personnage qui est l'homme cultivé mais non spécialisé, qui écoute les arguments, qui participe à la discussion, qui renvoie la balle et qui exige des éclaircissements, son ami. Et dans le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, alors il y a beaucoup de choses, je ne vous le résume même pas, mais l'essentiel, c'est effectivement de confronter les deux grands systèmes du monde, le système de Ptolémée et le système de Copernic, et d'apporter des arguments et des éléments de preuve à l'appui du système copernicien. Troisième contribution majeure, 1638, 4 ans avant sa mort. Alors, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, il est à ce moment-là assigné à résidence, parce que c'est là qu'il a eu maille à partir sérieusement avec l'Inquisition, mais ça ne l'empêche pas de travailler et de reprendre des choses sur lesquelles il avait travaillé d'ailleurs depuis très longtemps, depuis sa jeunesse, qui sont essentiellement des apports à la mécanique. Et donc, troisième livre majeur de Galilée, le discours sur deux sciences nouvelles. Les deux sciences nouvelles que Galilée, on ne peut pas vraiment dire créer de toutes pièces, encore que pour l'une c'est le cas, mais en tout cas développe, ce sont des sciences mécaniques. L'une c'est la mécanique du mouvement, c'est la description du mouvement, avec des éléments qui nous paraissent aujourd'hui évidents parce qu'ils sont intégrés à notre savoir le plus élémentaire. L'idée de vitesse, par exemple. La vitesse, c'est le rapport de l'espace parcouru au temps mis à le parcourir. Ça se chiffre en kilomètres par heure. Ça vous paraît une évidence que si je fais 4 km en 1 heure, j'ai marché à 4 km par heure. C'est loin d'être une évidence à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous divisez des distances par des temps. C'est un peu bizarre. Jusqu'à cette époque-là, on est habitué à faire des rapports de quantité qui sont les mêmes. On peut diviser une longueur par une longueur, dire qu'une longueur est 2 fois, 3 fois plus grande qu'une autre. Mais proposer comme grandeur physique quelque chose qui est le rapport d'une distance et d'un temps est une innovation absolument capitale. Ça va beaucoup plus loin puisque Galilée devra, quand il étudie la chute des corps, devra arriver à concevoir l'idée d'une vitesse qui change à chaque instant. Alors ça c'est un peu bizarre aussi, parce que si une vitesse c'est le rapport d'une distance et d'un temps, qu'est-ce que c'est qu'une vitesse à un moment donné? Puisqu'à un moment donné, vous n'avez pas le temps de parcourir quelque espace que ce soit. Donc c'est un espace nul, dans un temps nul. Et donc il faut une gymnastique mentale un peu compliquée, que vous avez appris à faire à la fin de vos années de lycée. Ça s'appelle le calcul différentiel, on calcule les dérivés, etc. Au temps de Galilée, ça n'existe pas. Il faudra attendre quelques décennies pour qu'on fasse ça. Donc pour lui, c'est extrêmement difficile de penser cette notion-là, de penser l'idée qu'une vitesse peut changer d'instant en instant. Donc c'est une création mentale de tout premier plan. Et ça va lui permettre d'être le premier à penser et à développer une théorie de la chute des corps. Chacun sait depuis très longtemps que quand un corps tombe, il ne tombe pas toujours à la même vitesse, qu'il va de plus en plus vite. Oui, mais ce de plus en plus vite, il est compliqué, et puis il dépend du corps. Et si vous laissez tomber un caillou et une feuille de papier, vous voyez bien que c'est pas pareil. Le caillou tombe comme ça, la feuille de papier, elle tombe comme ça. Donc c'est très difficile. Eh bien, Galilée va être capable de donner une loi de la chute des corps, ce que vous avez appris là aussi au lycée, que les espaces parcourus dans une chute croissent comme le carré des temps mis à les parcourir, ce que vous avez tous écrit en vos cours de physique, Z égale 1/2 de GT2, ce que Galilée n'écrit pas parce qu'on n'a pas encore l'écriture algébrique qui va être développée quelques décennies après, assez vite, en particulier grâce à Descartes. Donc vous voyez qu'il développe des idées qui sont des idées fondatrices, modernes pour nous, mais avec des instruments de pensée, d'écriture, d'exposition qui sont, eux, encore relativement archaïques.
Alors voilà donc la deuxième donc, des sciences nouvelles que développe Galilée, c'est les débuts de la théorie de la résistance des matériaux. Et ça, c'est évidemment tout à fait capital pour tout le déploiement de la technologie et de l'industrie qui va suivre. Galilée est véritablement le premier. La mécanique du mouvement, il y a des gens qui s'y sont attelés depuis très longtemps que les gens essayent de décrire le mouvement. Il y a eu même au Moyen-Âge des développements très importants dans cette direction-là, aussi bien à Oxford qu'à Paris. En revanche, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pratiquement rien touchant à des réflexions sur la résistance des matériaux. Réflexions qui sont par exemple destinées à expliquer la chose suivante que Galilée dit dès le début de ses discours sur de nouvelles sciences. Il dit voilà, construisez un bateau, une petite barque de pêche. Et imaginez maintenant que vous construisiez un bateau avec exactement le même modèle, mais en augmentant toutes les dimensions par, mettons, un facteur 10. 10 fois plus long, 10 fois plus large, 10 fois plus épais, vous augmentez toutes les dimensions par 10. Vous pourriez croire de prime abord que vous allez avoir un bateau aussi solide, puisque vous avez respecté les échelles, vous avez respecté les proportions relatives des différents éléments de votre construction. Même chose quand vous construisez un bâtiment, il faudrait croire que si vous construisez une petite baraque en planche et que vous multipliez toutes les dimensions par un facteur 10, vous allez avoir un grand immeuble qui va être exactement aussi solide, ni plus ni moins. Il dit, mais ceux qui construisent les bateaux, ceux qui construisent les bâtiments savent bien que ça n'est pas vrai. Et savent bien que quand vous construisez un grand bateau ou un grand bâtiment, il faut proportionnellement, par exemple pour un bâtiment, des colonnes beaucoup plus larges. Il prend un autre exemple, qui est dans le monde du vivant, dit regardez des petits animaux, un chat, une souris, et comparez-le à des gros animaux, un rhinocéros ou un éléphant. Vous voyez bien que la taille relative des pattes n'est pas la même. Un petit animal, et les insectes seraient un exemple extrême, n'a besoin que de pattes extrêmement grêles, très très fines pour se soutenir, alors qu'un gros animal a besoin de pattes plus larges. Disons-le d'une autre façon, vous prenez une fourmi, qui fait 2 mm de long, vous multipliez toutes ces distances par un certain facteur pour avoir, vous savez, la fameuse fourmi de 18 mètres de long du poème de Desnos, eh bien cette fourmi-là ne peut pas tenir sur ses jambes. Ses jambes seront beaucoup trop grêles, beaucoup trop fragiles pour la soutenir. Et Galilée est le premier à comprendre pourquoi. Parce que quand vous multipliez les dimensions, mettons, par un facteur 10, vous multipliez les volumes par un facteur 10 au cube, donc par un facteur 1000, donc les poids par un facteur 1000. En revanche, la solidité ou de votre animal sur ses pattes ou du bâtiment sur sa colonne dépend uniquement de la surface, de la section des pattes ou des colonnes. Donc c'est une surface qui a été multipliée par un facteur 10 au carré, donc 100. Donc la solidité n'est multipliée que par 100 alors que le poids est multiplié par 1000. Et vous voyez bien qu'il y a un moment où ça va s'écrouler. Bon, je ne développe pas plus avant, mais ça va être à la base de la théorie moderne de la résistance des matériaux qui va nous aider à dimensionner les poutres que l'on va utiliser pour faire des bâtiments, etc. Donc c'est absolument capital. Voilà donc pour les contributions scientifiques majeures de Galilée. Mais peut-être plus encore que par ses apports spécifiques, concrets, à l'astronomie, à la cosmologie, à la mécanique, ce qui est véritablement novateur, révolutionnaire, et qui justifie pleinement le nom de révolution scientifique, c'est la façon dont il fait de la science. Ce qui se passe avec Galilée et ses contemporains, encore une fois, je ne fais pas de Galilée le seul inventeur de la science moderne, mais il en est un des représentants majeurs. Ce qui se passe avec Galilée et ses collègues à cette époque-là, et qui est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est le fait qu'à partir de là, la science va fonctionner sur deux jambes, l'expérimentation et la formalisation, ou si vous préférez, la mathématisation. Ça n'était pas le cas auparavant.
Prenez le premier élément, l'expérimentation. À quelques exceptions près, par exemple dans la science arabe des XIIe et XIIIe siècles, qui apporte des contributions extraordinairement importantes à l'optique. Mais à quelques exceptions près, jusqu'à l'époque de Galilée, on n'expérimente pas. On regarde, on observe, on regarde comment tombe une pierre. On regarde comment se déplace un bateau. On regarde comment déferle une vague. On regarde le monde extérieur, on l'observe aussi finement, aussi précisément que possible, mais on n'intervient pas sur lui. À partir de Galilée, on va expérimenter, c'est-à-dire qu'on va introduire le monde extérieur dans un laboratoire, on va épurer les phénomènes naturels de façon à les rendre plus contrôlables et plus mesurables. Et oui, quand vous regardez la chute d'un corps dans la nature, d'abord ça tombe vite, c'est pas facile à observer. Ensuite, comment voulez-vous faire quelque mesure que ce soit? Vous lancez un caillou en l'air, ou même à la limite, pré-expérimentation, vous montez sur une tour, vous le lâchez. Et puis qu'est-ce que vous faites? Très difficile de faire quoi que ce soit, d'observer avec précision, de faire des mesures spécifiques. La plupart des phénomènes naturels que vous observez sont trop compliqués pour se prêter à des mesures et à des observations suffisamment fines. Reprenez l'exemple de la chute des corps, je viens de parler du caillou, mais prenez une feuille qui tombe dans l'air, c'est incroyablement compliqué. Donc que fait Galilée? Eh bien, il va faire tomber des corps dans son laboratoire avec des dispositifs artificiels. Par exemple, au lieu de laisser tomber un corps verticalement parce que ça va trop vite, il construit un plan incliné, une espèce de gouttière, sur laquelle il laisse descendre une petite sphère qui roule. Alors évidemment, ça va descendre plus lentement. Il pourra contrôler le degré d'inclinaison et voir comment ça varie, comme la vitesse de descente varie en fonction de l'inclinaison du plan incliné, disposer des moyens de mesure et des distances parcourues et des temps mis à les parcourir, et c'est comme ça qu'il va découvrir et étayer sa fameuse loi de la chute des corps qui montre que la distance parcourue va comme le carré des distances, chose qui serait strictement impossible à observer de l'extérieur dans la nature sans faire des expérimentations contrôlées au laboratoire. Ne croyez pas que ça va de soi. Ça n'est pas évident du tout. C'est devenu évident depuis Galilée. Comment faire de la science sans expérimenter? Mais ce qu'on lui objecte à l'époque, et ça va être une opposition qui va porter aussi sur le caractère probant de ses observations avec la lunette. Ce qu'on lui objecte, c'est la nature, c'est la nature. Si moi j'interviens artificiellement, qu'est-ce qui me garantit que les phénomènes artificiels que j'observe et que je mesure soient, mais qu'est-ce qui me garantit que ces phénomènes soient en quelque sorte homogènes, cohérents, avec les phénomènes naturels spontanés? Est-ce que je ne fais pas violence à la nature en l'obligeant à se comporter d'une telle façon? Qu'est-ce qui me garantit que la bille qui descend sur un plan incliné, elle va m'indiquer quoi que ce soit, moi qui la force à descendre sur ce plan incliné, qu'est-ce qui me garantit qu'elle va m'indiquer quoi que ce soit sur la chute naturelle d'une pierre dans la nature? C'est une objection qui a sa valeur et qu'il faut prendre en considération et dont il faut s'efforcer de démontrer qu'elle ne vaut pas en faisant des expériences qui se rapprocheront de plus en plus de phénomènes naturels en disant, vous voyez, ça se passe bien comme je vous ai annoncé que ça se passait. Pour vous montrer à quel point cette question est sérieuse, il y a un domaine qui ne relève pas du tout d'ailleurs de la science de Galilée lui-même, mais déjà de certains de ses contemporains, qui est dans le domaine des sciences de la vie. Rappelez-vous qu'un contemporain de Galilée, contemporain très exact à quelques années près, comme ceux que j'ai cités, c'est Harvey, un Anglais, qui découvre la circulation sanguine. Donc il y a aussi, à cette époque-là, un grand progrès des sciences de la vie. Eh bien, vous savez qu'un peu plus tard, à partir de ce moment-là d'ailleurs, on va faire de grands progrès dans les sciences de la vie
en expérimentant et en observant les animaux, les disséquant en particulier, en allant regarder de près leurs organes, etc. Mais alors, va-t-on dire à ces gens-là, les partisans des anciennes traditions du savoir, on va leur dire, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous prétendez comprendre le fonctionnement du vivant et vous faites ça sur des animaux morts? Comment voulez-vous comprendre la vie sur des animaux qui sont morts? Et c'est une objection tout à fait importante, évidemment, et qui a sa valeur. Et qui aujourd'hui encore, d'ailleurs, pose de vrais problèmes épistémologiques, non pas qu'il ne faille pas faire ce genre d'expérimentation, je ne parle même pas des problèmes éthiques que ça pose, mais ça pose effectivement des problèmes. Comment peut-on accéder à la vie à travers la mort? Donc ce sont des problèmes sérieux. Et il ne faut pas les écarter d'un revers de main en disant « mais les prédécesseurs de Galilée étaient des ignares ou des naïfs ». Non, c'est le contraire qu'il faut dire. Il faut dire que Galilée et ses contemporains sont des gens d'une extraordinaire audace, qu'ils prennent de grands risques de pensée, que ça n'est pas évident que ça va marcher. Il y a une véritable aventure. On va tenter quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va réussir, et seul au bout de quelques décennies, le succès va dire ben oui, on a eu raison d'aller dans cette voie-là. Qu'est-ce qui fait au fond qu'on n'avait pas fait de l'expérimentation jusque-là? C'est pour une raison relativement simple au fond, et qui remonte jusqu'à l'Antiquité. C'est que qui sont les gens qui s'intéressent au fonctionnement de la nature? Remontez à l'Antiquité grecque par exemple. Ce sont les philosophes. D'une certaine façon, chez les Grecs et dans l'Antiquité, il n'y a pas de scientifique au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il y a des gens qui s'intéressent au monde autour d'eux, qui s'intéressent en philosophes. Ils peuvent s'intéresser à la philosophie naturelle, comme certains s'intéresseront à la philosophie morale, d'autres à la philosophie politique, mais observer le monde autour de soi, c'est de la philosophie naturelle. Les philosophes chez les Grecs, ce sont évidemment les seuls qui ont le temps de penser, ce sont des hommes libres. Je dis bien d'ailleurs des hommes. Ce sont des hommes libres. Les hommes libres sont dégagés de toutes les tâches matérielles. Il y a les esclaves pour faire tout ça. Et donc on a le temps de penser. Mais comme on est un homme libre et que la matière, la transformation, l'action sur le monde, tout ça c'est du ressort des esclaves, ce sont des tâches viles, ce sont des tâches ignobles. Un homme libre ne touche absolument à rien, c'est tout à fait clair chez Platon. On garde, si j'ose dire, les mains dans les poches de sa toge. Et donc, on a une position contemplative par rapport au monde. Toucher le monde, travailler la matière, transformer les objets autour de soi, c'est bon pour les classes inférieures, c'est bon pour les esclaves, plus tard pour les artisans, etc. Et il n'y a pas, pendant très longtemps, de communication entre ces deux mondes. Le monde de la pensée, celui des philosophes chez les Grecs, plus tard au Moyen-Âge occidental, essentiellement celui des savants qui sont tous des religieux. Ce monde-là est totalement séparé, ou presque totalement séparé, du monde de ceux qui travaillent la matière. Et c'est ça qui change assez fondamentalement dans la période de la Renaissance et qui nous conduit à ce début du XVIIe siècle. C'est une transformation sociale capitale qui est la fin du système progressive du système féodal, la montée en puissance des classes commerçantes et artisanales, en particulier dans les villes. C'est pas par hasard que tout ça se passe en Italie. Pourquoi ça se passe en Italie? Parce que c'est précisément en Italie que le mouvement d'émancipation des classes bourgeoises, le mot bourgeois dit bien ce qu'il veut dire, ce sont les habitants des bourgs, les habitants des villes, gagnent leur émancipation. Que vous avez les premières républiques, Gênes, Venise, des cités administrées non plus par un prince de droit divin, mais administrées par des citoyens cooptés ou élus, alors bien sûr des citoyens riches, relativement aisés, mais des citoyens qui ont fait fortune dans le commerce ou dans l'artisanat. Du coup, ces travaux matériels, ces travaux manuels, ces travaux de transformation du monde cessent d'être dévalorisés, dévalués, ignobles, deviennent respectables. Il y en a un témoignage absolument explicite chez Galilée, toujours dans le discours sur les deux sciences nouvelles. Je vous ai dit qu'il prenait l'exemple des bateaux, par exemple. Mais cet exemple des bateaux, il le connaît,
parce qu'il dit dès le début du livre, il dit que beaucoup des idées qu'il va développer dans ce livre lui sont venues de, je cite, la fréquentation assidue de l'Arsenal de Venise. Il passe beaucoup de temps à l'Arsenal de Venise à observer le travail des artisans, des charpentiers, des cordiers, etc., qui lui donnent des problèmes. Comment ça marche une poulie? Pourquoi il faut tirer moins fort sur une corde pour monter une charge quand on a une poulie? Qui lui donne des problèmes, qui lui donne des instruments. L'expérimentation naît aussi de la familiarité avec les objets artisanaux. Et donc c'est cette prise en compte de la matérialité du rapport au monde qui permet l'apparition de l'expérimentation au sein de ce qui s'appelle encore la philosophie naturelle, mais qui est en train de changer complètement de système. Et le deuxième aspect, la formalisation, la mathématisation, c'est la compréhension qu'a Galilée du fait que pour avancer dans la compréhension du monde, on va être aidé, en tout cas dans le cas de la physique, par une forme d'abstraction radicale, qui n'est plus une abstraction de type littéraire, qui n'est plus l'abstraction qui consiste à construire des concepts théoriques abstraits, ce que la philosophie fait depuis des millénaires, mais qui est une forme d'abstraction nouvelle, enfin nouvelle, en tant qu'elle va s'appliquer à l'étude de la nature, qui est l'application des mathématiques au monde extérieur. Et Galilée écrit ceci, c'est une phrase extrêmement connue, il dit « Le grand livre de la nature », alors ça, la métaphore n'est pas de lui, il y a longtemps, depuis le Moyen-Âge, qu'on compare la nature à un grand livre dans lequel on va lire quoi? On va lire l'œuvre de Dieu. Il y a deux grands livres, il y a le livre de la Révélation, la Bible bien sûr, mais Dieu a écrit ou a fait un autre livre qui est le livre de la nature qui est ouvert devant nos yeux. Eh bien, Galilée, en revanche, est le premier à dire « Ce grand livre de la nature est écrit avec des caractères spéciaux qui sont des caractères mathématiques qu'il faut apprendre à lire pour pouvoir décrypter ce grand livre de la nature. » Et donc l'idée que les mathématiques vont être un instrument de décryptage du réel, qu'elles ne traitent pas seulement, comme chez les Grecs, de formes idéales, parce que vous savez, chez les Grecs, et j'y reviendrai peut-être à la fin, les mathématiques ne servent à rien. Il ne faut pas croire que les théorèmes d'Euclide aient quelque application que ce soit. Pourquoi? Parce que ceux qui fabriquent les bateaux, les moulins, les bâtiments, ils ont des savoirs artisanaux empiriques qui leur sont largement suffisants. Ils n'ont pas besoin de théorèmes rigoureusement démontrés par les mathématiciens. Et donc ce savoir théorique des mathématiques, qui s'est accumulé depuis l'Antiquité, n'a pratiquement pas d'application pratique jusque à ce moment-là, jusqu'au début du XVIIe siècle. Et c'est dans cette convergence entre deux pratiques humaines anciennes, une pratique théorique formelle qui est celle des mathématiques, essentiellement la géométrie encore à l'époque de Galilée, mais très vite, dans l'espace de quelques années, quelques décennies, l'algèbre de Descartes. Donc cette tradition de pensée d'un côté et cette tradition de pratique matérielle, d'action sur le monde de l'autre, c'est dans la convergence de ces deux lignées-là, restées séparées pour les raisons sociales que je vous disais préalablement, c'est dans cette convergence que va naître la science contemporaine dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, dans un monde où la science se fait d'une part en expérimentant, c'est-à-dire en obligeant la nature en quelque sorte à se révéler sous des aspects plus simples, plus schématiques qu'elle ne le fait quand nous l'observons simplement vers l'extérieur d'un côté et de l'autre côté en utilisant des formalismes toujours plus sophistiqués. En tout cas, en ce qui concerne la physique, je laisse de côté, parce que ça vaudrait des heures à soi seul, la question de savoir si les mathématiques sont d'usage général pour la science, si elles ont pour d'autres sciences que la physique le même rôle. Je vous donne juste ma réponse personnelle qui est négative, mais je n'ai pas le temps de le détailler. Donc voilà pour tout, si vous voulez, tous les éléments qui font de Galilée véritablement le personnage clé, symbole de la révolution scientifique de laquelle nous sommes tributaires encore aujourd'hui. Mais je passe maintenant au second aspect
pour tenter de vous dire rapidement, puisque le temps passe, en quoi les choses ont beaucoup changé. Elles ont beaucoup changé d'abord parce que, très précisément, imaginez que nous sommes au début du XVIIe siècle, dans une soirée chez de grands bourgeois de la République de Venise, où Galilée est invité en tant que professeur à l'université de Padoue, et puis vous le rencontrez autour d'un verre, on vous le présente, et vous lui dites « Et vous faites quoi, vous, monsieur, dans la vie ?» Il ne vous dira pas je suis physicien, il vous dira « Ah, moi je fais de la philosophie naturelle ». Ce terme de philosophie naturelle que j'ai déjà utilisé reste encore dominant à cette époque-là. Alors Galilée vous dira « Je fais de la philosophie naturelle plus précisément dans le cas du monde physique », et il se dira éventuellement physicien, mais le cadre général dans lequel il place son travail, c'est effectivement celui de la philosophie naturelle. Autrement dit, la science, cette science, ces sciences nouvelles, apparaissent comme un canton, pourrait-on dire, de l'investigation philosophique générale dans le cadre de la philosophie naturelle. Mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que le développement de la science à cette époque-là est en fait un développement qui place la science dans le monde de la culture au sens fort du terme. La science n'est pas séparée, au moment où elle naît, précisément, ce tout début du XVIIe siècle, n'est pas séparée du monde de la littérature, du monde de la peinture, du monde de la musique. Je vous donne 3 éléments, toujours relatifs à Galilée, qui là encore est tout à fait fondateur. Le père de Galilée, Vincenzo Galilei, est un grand musicien. C'est un ami d'ailleurs de Monteverdi que j'ai déjà cité. Et Galilée a, comme fils d'une famille bourgeoise cultivée et aisée, une très bonne éducation musicale. Il a d'ailleurs un frère qui va devenir aussi musicien professionnel. Et Galilée connaît très très bien la musique. Mais la musique, il la connaît et ça va jouer pour lui un rôle qui n'est pas seulement, disons comme aujourd'hui, beaucoup de nos chers collègues, physiciens ou mathématiciens, sont des gens cultivés et aiment la musique, vont à l'opéra, etc. Et chez Galilée, c'est beaucoup plus profond. La musique va jouer un rôle constructif dans sa démarche de physicien. Par exemple, quand il commence, alors ça c'est très tôt, c'est dans les années encore fin du XVIe siècle, il commence à travailler sur la question du mouvement et à essayer de numériser les trajectoires, la façon dont les corps se déplacent. Bien, à cette époque-là, il n'y a pas de chronomètre avec une trotteuse qui vous permet de suivre le temps à la fraction de seconde près. Or, vous avez besoin de la fraction de seconde, vu les vitesses de chute des corps. Alors, il tente une première manœuvre qui va lui donner quelques éléments, mais qui ne va pas être très, très satisfaisante. Il utilise son pouls, le battement de son pouls, comme mesure du temps. Ce n'est pas d'une précision extraordinaire, vous en convaincrez aisément, ça donne aller à la limite la demi-seconde, mais pas beaucoup mieux. Puis il ne faut pas être trop émotif, si au moment où vous faites ces mesures, vous dites ah, « je suis en train de faire une découverte géniale », toc, 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 ça se met à accélérer, et votre mesure est quelque peu perturbée. Eh bien, il trouve une deuxième technique qui va être déjà plus précise, qui est tout simplement qu'il va se mettre à chanter. Ceux d'entre vous qui font de la musique en amateur savent que la première compétence musicale, c'est de savoir garder le tempo. Et quand vous avez une partition devant vous et que vous suivez le tempo, ça peut vous permettre de scander le temps avec une précision qui est déjà nettement supérieure. Vous voyez donc que sa compétence musicale va être un élément actif, constructif de sa physique. Deuxième exemple, je vous ai parlé de ces observations de la Lune. Alors, on a longtemps dit, c'était un peu la légende du XIXe siècle, si Galilée a vu les montagnes de la Lune, c'est qu'il a inventé la lunette et qu'il a regardé la lunette. Tout à fait faux. Galilée n'a pas inventé la lunette, qui est une invention de modestes artisans hollandais. Il y avait déjà des verres de lunettes, au sens lunettes de vue, depuis à peu près 2 siècles, assez imparfaites, pas de très bonne qualité, mais enfin ça marchait. Et fatalement, un jour ou l'autre, et ce jour arrive au 2e tiers du XVIe siècle, vers 1560, en manipulant des lentilles, quelqu'un en met une derrière l'autre, et ah, c'est marrant, ça grossit. Et des petites lunettes
de grossissement ont commencé à circuler en Europe à partir de 1580. Avec des verres qui étaient petits, qui n'étaient pas de bonne qualité, donc tout ça grossissait modérément, mais enfin ça existait. Galilée a entre les mains une telle lunette en 1608 et très rapidement il l'améliore. Il est capable de l'améliorer parce qu'il y a, rappelez-vous, il est à Padoue, donc République de Venise, et vous savez que Venise est un haut lieu de la verrerie encore aujourd'hui. Murano est un lieu très connu pour ses verriers. Et donc, il a sous la main de très bons artisans verriers qui font des verres de meilleure qualité, qui sont des meilleurs polisseurs de lentilles, etc. Et donc, il est capable de faire une lunette de bien meilleure qualité. Bien. Alors après, on a dit, bon d'accord, il n'a pas inventé la lunette, il l'a perfectionnée, mais il est le premier à avoir regardé le ciel avec. Alors ça, c'est forcément stupide, parce que n'importe qui, n'importe quel gamin à qui vous donnez une lunette, va avoir la curiosité de regarder tout ce qu'il y a à regarder avec, et en particulier la Lune. Et de fait, on a la preuve depuis pas très longtemps, depuis quelques années, on a découvert que Galilée n'avait pas été le premier à observer, ni même à dessiner la Lune. Je vous le montrerai dans quelques minutes. Un Anglais du nom de Thomas Harriot a précédé dans ses observations de la Lune Galilée de quelques mois et a laissé des dessins. Problème, Harriot n'a rien vu. Ou plus précisément, Harriot a vu avec plus de précision que nous ne le faisons à l'œil nu, des taches claires et des taches foncées, des petits cercles, etc. Il n'a pas compris ce qu'il voyait. Vous le verrez, les schémas sont très éloquents. Galilée a compris ce qu'il a vu. Pourquoi il a compris ce qu'il a vu? Pourquoi il a vu le relief? Il a vu le relief parce qu'il savait le dessiner et le peindre. Parce qu'il avait une culture picturale, liée là encore au milieu cultivé, bourgeois de son époque. Il avait d'ailleurs donné des leçons de dessin quand il était étudiant pour gagner un peu d'argent. Et donc il était familier de toutes les techniques de reproduction du relief, de la perspective, du clair-obscur, de l'estompage, etc. Et quand vous savez dessiner quelque chose, vous savez le voir. Et donc c'est cette compétence culturelle, picturale qui permet à Galilée de voir les montagnes sur la Lune. Troisième élément, j'essaye d'aller un peu vite, une des grandeurs de Galilée, ce sont ces livres que j'ai cités, en particulier le dialogue sur les deux sciences nouvelles, le dialogue sur les deux systèmes du monde et le discours sur les deux sciences nouvelles. Ces livres sont écrits en italien. Galilée n'est pas tout à fait le premier, mais l'un des premiers, et le premier à cette échelle-là et avec cette importance-là, à écrire en italien. Jusque-là, la langue du savoir, c'est évidemment le latin. Pourquoi écrit-il en italien? Pour deux raisons qui se confondent. La première, c'est qu'il veut être lu et compris de beaucoup plus de gens que ceux qui comprennent le latin. Pourquoi ceux qui comprennent le latin? C'est essentiellement les gens de haute culture qui, à l'époque, sont surtout les gens d'église. La bourgeoisie cultivée n'est pas tout entière, loin de là, à même de lire le latin. Et il veut écrire pour ces gens-là, qui jusque-là n'étaient pas des gens qui faisaient partie de ce monde du savoir. Donc il veut écrire pour ces gens-là, et donc il écrit en italien. La deuxième raison, c'est que la Toscane de cette époque-là, 16e, 17e siècle, revendique désormais sa langue, la langue toscane, non pas comme une langue vulgaire qui c'est la langue des pauvres, des marchands, etc., le latin restant la langue noble, mais de la même façon que les bourgeois des villes, les commerçants, les artisans ont pris le pouvoir politique, ils revendiquent aussi le pouvoir culturel, et donc leur langue, c'est la langue, et c'est la langue de culture. Ça l'est d'ailleurs essentiellement depuis un bon moment, depuis le début du XIVe siècle, où Dante a écrit la Divine Comédie, en italien, en toscan plus précisément, qui est devenue la langue de culture. Et donc Galilée dit, il n'y a aucune raison que je me cantonne au latin. Le toscan est aussi digne que le latin d'être une langue de culture et de savoir. Donc il écrit le toscan, il écrit une très belle langue. Les livres de Galilée sont utilisés comme livres de lettres, de littérature en italien, de même que nous lisons du Descartes et du Pascal pour leur valeur littéraire. Les Italiens lisent du Galilée pour sa valeur littéraire. C'est écrit avec un style extrêmement vif, parfois très impertinent, très audacieux. Et c'est ça qui en fait aussi la valeur et qui fait qu'il
qu'il va être entendu. Galilée va avoir un écho beaucoup plus important écrivant en italien qu'il l'aurait eu en écrivant en latin. Et vous voyez que c'est sa familiarité avec la littérature. Il prend parti dans des querelles littéraires de son temps. Il y a tout un débat poétique dans la Florence de l'époque, dans laquelle il s'investit, et c'est donc sa culture littéraire qui, là aussi, joue un rôle fondamental dans l'importance de son apport scientifique. Et vous voyez donc que, là, de ce point de vue-là, nous ne sommes plus dans le même contexte aujourd'hui. La culture au sens traditionnel du terme, peinture, musique, littérature, et la science ont suivi des voies fort divergentes, et je ne connais guère de collègues aujourd'hui, aussi importants et géniaux soient-ils, dont on puisse attribuer les contributions scientifiques à leur bonne connaissance de la peinture, de la littérature ou de la musique, qu'ils pratiquent éventuellement, mais en amateur, tout à fait en dehors. Donc vous voyez que ce rapport d'intériorité, la science est à l'intérieur de la culture, ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis et qui n'est pas d'ailleurs sans nous poser beaucoup de problèmes sur lesquels il vaut la peine de réfléchir. Deuxième élément qui a beaucoup changé, c'est la situation sociale des scientifiques. Galilée a été professeur à l'université de Padoue. N'imaginez pas que d'être professeur dans une université à cette époque-là, c'est être comme professeur dans une université aujourd'hui. Les universités sont des lieux de transmission du savoir, d'un savoir d'autant plus respecté qu'il est le plus ancien. Ce ne sont pas des lieux de production du savoir. On ne fait pas, pour utiliser un mot moderne, de recherche à l'université. L'idée que les universités soient des lieux simultanément de transmission et de production du savoir est une idée moderne. Elle remonte au début du XIXe siècle. C'est Humboldt qui crée à Berlin, en 1801, la première université moderne dans laquelle on va faire des cours, on va transmettre du savoir et en même temps on va avoir des laboratoires dans lesquels on va faire de la recherche. Ça n'a que 2 siècles. Et donc les universités, jusqu'à ce moment-là, on enseigne ce sur quoi tout le monde est d'accord, le savoir le plus stable, le plus conventionnel, et surtout pas les idées nouvelles, fragiles, en train d'émerger. De sorte que quand Galilée fait de la recherche, il l'a fait chez lui, en dehors de ses heures de cours. Et qu'il se plaint d'ailleurs amèrement, il n'est pas très bien payé, il se plaint amèrement d'avoir trop d'heures de cours à faire, trop d'enseignements à donner, et qu'il ne peut pas faire assez de recherche. Et qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir faire du temps de recherche? Il va chercher un autre poste. Il va chercher un poste dans une cour, non plus dans une république, parce que comme il le dit lui-même dans une lettre à un de ses amis, il dit « Si je suis employé par une république, je dois mon temps à la collectivité. Je dois rendre l'argent qu'on me donne dans des services que je rends au public. En revanche, si je peux me faire engager par un prince, j'aurai un statut tout à fait différent. J'aurai un mécène qui me payera pour son prestige. » Il vise à cette position et, coup de chance, ce qu'il découvre en 1110 va lui en donner l'occasion. Les satellites de Jupiter qu'il découvre, vous savez comment il les baptise? Il les baptise planètes médicéennes et il en fait hommage, dont au grand-duc de Toscane, qui est Cosme de Médicis. Et le grand-duc accepte cet hommage et, dans la foulée, la réputation de Galilée étant devenue immense à ce moment-là, nomme Galilée premier mathématicien de la cour. Le grand-duc de Toscane a à sa cour, pour son prestige, des poètes, des peintres, des musiciens, mais aussi un mathématicien, un astronome. Et donc Galilée est déchargé de ses heures d'enseignement, il est beaucoup mieux payé, il a une pension du grand-duc, et donc vous voyez qu'il a un statut social qui n'a rien à voir avec celui des scientifiques d'aujourd'hui qui sont salariés. Et cette institutionnalisation de la science va être progressive dans les 4 siècles qui nous séparent de Galilée. Ça va passer par la création des académies, puis des universités au sens moderne du terme, puis des grands organismes de recherche. Et donc la position sociale de Galilée est tout à fait différente de la nôtre. Voilà donc ce qui a beaucoup changé depuis. Alors, je vais terminer. Quand même 2 mots que je vous dois parce que c'est
au fond, ce qu'on associe très souvent à Galilée, c'est ce fameux conflit avec l'Église, auquel j'ai fait une petite allusion au début. Si j'en parle peu, c'est parce que d'une certaine façon, c'est moins important, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais c'est moins important que tout ce que je vous ai dit là. C'est moins important parce que ce conflit, d'abord pour en rappeler les étapes, 1616, je vous ai dit, premier procès, où le copernicanisme commence à diffuser dans les sphères savantes et où l'Église essaye de mettre le holà en disant bon, peut-être que ça facilite les calculs, ça on s'en convainc relativement vite, depuis Tycho Brahe, c'est-à-dire fin des années 1570-1580, on voit bien que c'est plus facile pour calculer les trajectoires des planètes, prédire les éclipses, etc., de se placer dans le système héliocentrique. Donc l'Église dit, faites comme si. Ça, on vous permet. Faites vos calculs comme si ce système était le bon. Mais il heurte trop la lettre des Écritures saintes pour que vous puissiez affirmer que c'est la vérité. Puis en plus, d'ailleurs, et là, les gens d'Église qui ne sont pas des naïfs, loin de là, soulèvent une vraie question à laquelle j'ai déjà fait écho, par exemple par rapport aux observations de Galilée. Galilée observe à travers sa lunette, mais il n'a pas encore de théorie de la lunette. Ça, c'est Kepler qui, très vite, en un an ou deux après, va développer l'optique géométrique et va faire une bonne théorie de la lunette qui explique comment et pourquoi la lunette grossit les images. Galilée ne le sait pas. Galilée, il se contente juste de dire, voilà, ça grossit. Les gens lui disent, mais attends, tu regardes la Lune à travers ta lunette, mais qu'est-ce qui me garantit que ce que tu vois, c'est la vérité? C'est le même problème que celui auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, sur le caractère éventuellement artificiel, on pourrait même dire artefactuel, de l'expérimentation. Peut-être que c'est la lunette qui introduit des perturbations de l'image qui te font croire que. Qu'est-ce que tu peux nous répondre à ça? Il dit, mais attends, c'est facile de répondre. Regarde, au lieu de regarder la Lune, je regarde un bateau qui est en train là de rentrer dans le port extrêmement loin, à quelques kilomètres. Je regarde un bateau avec ma lunette et je vois le pavillon qui me dit de quelle nationalité il est. Je vois le nombre de mâts, les voiles, etc. Dans ma lunette, j'attends que le bateau arrive au port et je constate, à l'œil nu cette fois-ci, que c'était pareil. Ils se disent, d'accord. Et qu'est-ce que tu as observé avec ta lunette? Un objet terrestre. Un objet du monde sublunaire, que tu as observé avec ta lunette qui fait elle-même partie du monde sublunaire. Qu'un objet d'observation sublunaire, la lunette, rende compte correctement des apparences d'un objet du même monde, soit. Mais précisément, nous pensons que la Lune fait partie d'un autre monde, d'un monde parfait, d'un monde céleste. Et donc, ton instrument d'observation qui n'appartient pas à ce monde-là, nous n'avons pas de garantie. Bon, alors ça peut se discuter, ça se discute. Alors, quand on a une théorie de la lunette, on finit par triompher. Mais vous voyez que c'est une argumentation qui n'est pas triviale. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, 1616, interdiction d'enseigner le système de Copernic. Galilée, comme je l'ai dit, va rester prudent pendant un temps. Puis, en 1132, il ne peut plus se retenir. Le pape a changé. C'est désormais Urbain VIII qui est arrivé au Vatican, Urbain VIII qui était le cardinal Barberini, qui dans ces années-là, 1616 justement, avait montré plutôt de la sympathie envers Galilée. Il avait expliqué que, bon, il faut bien qu'il comprenne que ça n'est pas si simple pour l'Église, mais il avait plutôt encouragé. Et donc Galilée se dit, bon, ça y est, le moment est venu, il publie son livre, et là, le retour de bâton est très violent. Deuxième procès devant l'Inquisition, il est vieux, il est malade, il est obligé d'aller à Rome pendant des jours et des semaines. On l'interroge et il est condamné, donc il est condamné en 1634, il est condamné à abjurer. Ce qu'il va faire, il va dire, bon d'accord, je renonce à mes opinions, j'ai eu tort, je me suis trompé, renonciation publique. Il est condamné à l'enfermement qui, compte tenu quand même de sa notoriété, toute l'Europe savante envoie des lettres de protestation, et de son âge, sa peine est commuée en une assignation à résidence, dirions-nous aujourd'hui, dans une villa sur les hauteurs de Florence, que je vais vous montrer dans une seconde. Moi, j'aimerais bien être assigné à résidence dans un endroit pareil, d'ailleurs. Et il va y passer la fin de sa vie, puisqu'on est en 1134, il a encore 8 ans à vivre. Alors,
La raison pour laquelle je n'insiste pas plus que ça sur ce conflit idéologique, c'est que c'est en quelque sorte un conflit qui est très daté. À l'époque même où il a lieu, il est en train de perdre sa pertinence. D'abord, Galilée fait des erreurs dans ce conflit-là, des erreurs tactiques. Il se croit plus fort qu'il n'est. Il croit qu'il est capable d'apporter des preuves là où ce sont juste des indications. Il a en face de lui des gens extrêmement retors et une institution d'une puissance considérable. Des amis à lui l'avaient d'ailleurs mis en garde. Quand il quitte Padoue pour Florence en 1610, il y a des copains qui lui disent « Fais gaffe ». Il dit « Fais attention ». Pourquoi? Parce que la République de Venise, c'est une république, elle est très jalouse de ses prérogatives et tu y seras mieux protégé contre le Vatican s'il te cherche des ennuis que dans la Florence des Médicis, qui a des alliances compliquées avec la papauté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le grand-duc de Florence, dont Galilée était pourtant le premier mathématicien, l'a froidement laissé tomber quand Rome a dit à Galilée « Viens chez nous, viens, on te convoque ». Le grand-duc a dit à Galilée « Je suis désolé mon gars, mais il faut que tu y ailles ». Donc il était moins protégé. Donc vous voyez, des éléments politiques compliqués qui se mêlent à ça. Et très rapidement, en l'espace de quelques décennies, ça va aller très rapidement, l'Église va, dans les faits, se rallier à la science nouvelle. Dès l'époque de Galilée, il y a parmi les meilleurs observateurs qui vont utiliser des lunettes et prolonger les observations de Galilée, sans prendre explicitement parti pour le système. Il y a les jésuites. Le père Clavius, par exemple, qui est un astronome célèbre, et bien d'autres, vont devenir rapidement parmi les meilleurs astronomes de l'époque. Et très rapidement encore, déjà à partir des années 1660-1670, donc on est 20 ans après la mort de Galilée, des églises vont devenir des instruments d'observation. On va y construire ce qu'on appelle des méridiennes. Vous allez à Saint-Sulpice, et vous avez une méridienne. Qu'est-ce que c'est qu'une méridienne? C'est un instrument de mesure. Vous avez dans le toit de l'église un petit trou par lequel passent les rayons du soleil. Vous avez un faisceau lumineux qui arrive sur le plancher de l'église. Et la trajectoire de la tache solaire projetée à travers ce petit trou, évidemment, change au fil des jours, et vous avez au sol un calendrier qui vous permet de mesurer avec une extrême précision le déplacement apparent du Soleil dans le ciel, et qui a été très utilisé pour la précision des mesures astronomiques et pour conforter le système de Copernic à la fin du XVIIIe siècle. Et dans beaucoup de grandes églises, je viens de citer Saint-Sulpice, mais à Rome, à Santa Maria degli Angeli, Sainte Marie des Anges, à la cathédrale de Bologne, vous avez des choses de ce genre-là. Donc, dans la pratique, l'Église va vite se rallier à cette situation-là, même si Galilée formellement reste condamné, et s'il faudra attendre une période tout à fait récente, il y a une vingtaine d'années, pour qu'il soit réhabilité du point de vue juridique, disons. Voilà, je vais terminer en vous montrant une demi-douzaine d'images pour soulager un peu vos oreilles, dont j'ai abusé. Donc voilà notre grand homme. Ce sont des portraits tardifs qui sont... C'est pas évident qu'ils se ressemblent à part la barbe et la moustache. Mais ce que vous voyez, en tout cas sur le... J'aime mieux d'ailleurs celui de droite. Ce que vous voyez, c'est qu'il n'a pas l'air commode. Et effectivement, Galilée était quelqu'un qui n'était pas commode. Ça lui a coûté d'ailleurs assez cher dans ses conflits avec l'Église. C'était quelqu'un qui avait un tempérament extrêmement sanguin, très violent, ce qui lui a permis d'ailleurs d'imposer son point de vue dans toute une série de controverses. Il y a des conflits d'idées. Il a écrit des essais extrêmement violents contre un certain nombre de ses contemporains. C'est une très forte et très puissante personnalité. Et je trouve que ça se voit très très bien sur ce portrait-là. Alors, voilà la Lune. Alors, ça, vous avez à gauche des gouaches peintes par Galilée dans ces fameuses soirées de janvier 1610. Et à droite, un dessin à la plume de Harriot, fait quelques mois auparavant. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le dessin de Harriot, qui est fait à la pleine Lune, on voit toute la Lune là, est beaucoup plus précis d'une certaine façon, mais beaucoup moins révélateur. Les lunes partielles, demi-lune, quart de lune que vous voyez à gauche, sont beaucoup plus évocatrices.
vous avez un sentiment de relief beaucoup plus net. Sur le dessin à la plume du Harriot, vous ne voyez pas de relief, vous voyez des espèces de pustules qui sont évidemment les cratères, mais rien n'indique que ces pustules soient dans un relief, que le clair-obscur, la distribution des ombres sur les figures de droite de Galilée révèle parfaitement. J'attire votre attention en particulier, c'est très visible sur sur presque toutes. Regardez la partie qui est dans l'ombre. La ligne qui sépare la partie éclairée de la partie sombre s'appelle le terminateur. Regardez dans la partie qui est dans l'ombre, juste à la gauche du terminateur. Vous voyez des petits points lumineux. Qu'est-ce que c'est que ces petits points lumineux? Galilée le comprend tout de suite. Ce sont les sommets des montagnes éclairés par le soleil. Le bas des montagnes est encore dans l'ombre. Ça, c'est une observation que vous pouvez faire tous les jours. Quand vous êtes dans une zone de montagne, vous savez bien qu'au moment où le soleil se couche, il est couché pour vous qui êtes dans la plaine, mais les rayons du soleil passent encore au-dessus de l'horizon et vont frapper le sommet des montagnes. Et Galilée comprend ça immédiatement. Il dit, c'est comme ce que je vois moi sur les montagnes quand je suis dans l'ombre et que le sommet des montagnes est encore éclairé. Eh bien, c'est cette observation-là qui lui permet de calculer la hauteur des montagnes, puisqu'on connaît les dimensions de la Lune, il peut calculer la distance qui sépare la montagne de la limite de l'ombre, et par un petit calcul trigonométrique fort simple, il obtient la hauteur de la montagne en question. Vous voyez qu'il est impossible de faire ce genre de mesure sur le dessin de Harriot. Alors ça, c'est le frontispice des dialogues sur les deux grands systèmes du monde, qui, comme vous le voyez, est dédié à Ferdinand II, grand-duc de Toscane. Ça vous montre le rapport d'obédience, en quelque sorte, qu'avait Galilée, mathématicien de la cour. Et vous voyez les trois personnages en train de discuter les uns avec les autres. Nous sommes donc en 1132. Ça, c'est un instrument de Galilée, reconstruit. On n'a plus les instruments d'époque, mais on a des descriptions suffisamment précises. C'est justement un des fameux plans inclinés sur lequel il va faire des mesures ayant trait à la chute des corps. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est que le long du plan incliné, vous avez une graduation en pouces qui vous permet de mesurer les distances. Et qu'est-ce que c'est que les petits arceaux qui sont disposés? Ce sont des espèces de petites clochettes que la bille, quand elle passe, déclenche au passage. Encore une fois, le son, donc le rapport avec la musique. Et qui sont disposés, vous voyez, à des intervalles inégaux, mais calculés pour vérifier la loi de la chute des corps de Galilée, de telle façon que ces intervalles inégaux soient parcourus en des temps égaux. Puisque plus ça va vite, plus ça parcourt de distance en un temps donné, et donc il faut les disposer de plus en plus loin l'une des autres pour entendre au passage ding, 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 ding à des intervalles constants. Et donc c'est une démonstration empirique de la façon dont les corps accélèrent. Et c'est en disposant, en tâtonnant, en disposant empiriquement ces petites clochettes le long du plan incliné qu'il arrive à vérifier sa loi de la chute des corps. Ça, c'est la villa Il Gioiello, le joyau, le bijou, à Arcetri, sur les hauteurs de Florence. Nous sommes en pleine Toscane, les collines, les cyprès, villa Renaissance absolument merveilleuse. Malheureusement, Galilée, dont le bureau, l'étude, était au sommet, vous voyez, dans la petite tour carrée qui surmonte la villa, était quasiment aveugle à cette époque. Il a une fin de vie douloureuse. Il est assigné à résidence, il perd sa fille chérie, il est malade, ça ne l'empêche pas de travailler jusqu'au dernier moment. Malheureusement, dis-je, il était aveugle et il ne voyait pas le spectacle absolument splendide qu'il y avait de là-haut. Et vous voyez d'ailleurs sur Florence, qui est un peu plus bas. Ça, c'est le tombeau de Galilée à l'église Santa Croce à Florence. Alors, Galilée a été d'abord enterré dans, je ne sais plus exactement où, mais dans une tombe, disons, pas anonyme, mais discrète, avant d'être exhumé en grande pompe et réenterré au début du XVIIe siècle, donc à peine 5 ans, du XVIIIe siècle, disons, 50 ans après sa mort,
avec tous les hommages, y compris religieux, ce qui montre bien que l'ostracisme dont il était victime a cessé relativement rapidement. Il est donc enterré à Santa Croce. Juste en face de lui, de l'autre côté de la nef, il y a Dante, excusez du peu, non, pardon, Michel-Ange. Donc Michel-Ange et Galilée se font face. Ce qui est assez amusant, c'est que donc ce grand cénotaphe à la gloire de Galilée, vous voyez qu'il y a deux statues, celle de gauche ici tient une carte du ciel et celle de droite, c'est pas très visible, mais a dans sa main ici une lunette. Ce qui est assez amusant, c'est que ça a été érigé sur le fond d'une peinture du Quattrocento qui a malheureusement été effacée pour autant. Et là, tout à fait à gauche, vous avez une charmante petite Marie-Madeleine qui a l'air d'être en prière devant Galilée lui-même. Et donc, c'est un peu ironique et tout à fait amusant. Au musée des sciences de Florence, musée d'histoire des sciences de Florence, vous avez toute une série d'objets, dont le plan incliné que je vous ai montré, et deux objets tout à fait extraordinaires que je vous montre ici, qui sont de véritables reliques. C'est là que l'ironie historique est tout à fait amusante. La tradition religieuse de l'époque des reliques de saints s'étend jusqu'à Galilée au bout de quelques décennies. À gauche, vous avez, dans un dispositif extrêmement luxueux d'ébène et d'ivoire, donc de matériaux extrêmement riches, vous avez au milieu, quoi donc, une lentille d'une des lunettes de Galilée. Petite lentille en verre de 3 cm, cassée. Il l'a laissée tomber un jour, elle s'est brisée. Et cette lentille est un objet tellement important dans l'histoire intellectuelle de la science et d'ailleurs de l'humanité en général, qu'elle a été montée dans ce dispositif très luxueux et qu'elle est présentée comme une relique. Et à gauche, c'est encore plus à droite, pardon, c'est encore plus extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez sous ce globe avec un socle en marbre, une ampoule en verre? C'est un doigt de Galilée. Au moment où on l'exhume, aux alentours de 1700, pour le réenterrer, on prélève pieusement sur son cadavre un doigt de Galilée qui montre quoi? Le ciel, bien entendu. Et donc, si vous allez au musée des sciences de Florence, que je vous invite à faire, enfin non, pas en ce moment, parce qu'il vient de fermer pour rénovation pour quelques mois, vous verrez un doigt de Galilée, au moins les os d'un doigt de Galilée, qui vous indiquent la direction du ciel. Voilà, je vous remercie. Bon. Bon, Galilée, on a bien vu, il a des moyens assez limités financiers et donc pour subvenir à ses besoins, il a plusieurs inventions qu'il vendait donc, et en particulier des pompes à eau. Alors je voudrais savoir si ces pompes à eau réutilisaient les principes de la vis d'Archimède ou si c'était quelque chose de tout à fait différent. Écoutez, la pompe à eau, là, vous me posez une colle. Ça ne me rappelle rien d'extrêmement précis. Ce qui est vrai, c'est que Galilée a fait des expériences d'hydraulique. Non, il a fait des expériences d'hydraulique. Il s'est interrogé sur les pompes à eau. Il s'est interrogé en particulier sur la question de savoir pourquoi, avec les pompes à eau, on ne pouvait pas faire monter de l'eau au-delà, disons, d'une dizaine de mètres. Mais il n'a pas apporté de réponse concluante à cette question-là. Ça sera réservé à un de ses élèves, Torricelli en l'occurrence, qui sera un des premiers, avec Pascal, à comprendre le rôle de la pression atmosphérique. Ce que fait Galilée comme invention technique qu'il va, comme vous le dites à très juste titre, vendre pour se faire un peu d'argent, c'est d'une part une invention de ce qui s'appelle le compas de proportion, qui est un système pour faire des mesures sur des cartes et faire des réductions d'échelle, et d'autre part, ne reculant devant rien, la lunette qu'il améliore en 1609, il va en quelque sorte la breveter, bien qu'il ne l'ayant pas du tout inventée, et il va la vendre au Sénat de la République de Venise, qui va lui attribuer une bourse assez conséquente en l'occurrence, et il laissera entendre, voire dira explicitement qu'il l'a inventé. Je vous ai dit déjà qu'il avait mauvais caractère. Il n'était pas toujours très recommandable non plus sur le plan de ses pratiques éthiques. Donc il est tout à fait vrai qu'un certain nombre de ses contributions ont donné lieu à des brevets de ce genre-là. Sur les pompes à eau, je suis moins sûr qu'il les ait effectivement vendus.
Oui, en vous écoutant, je suis plus convaincu par les arguments de la proximité que par les arguments de la distance. En particulier, l'argument de la différenciation supposée aujourd'hui entre la culture et la science. À mon avis, cet argument marche si on réduit de manière très abusive, et peut-être que les contemporains le font, la culture à l'art ou aux beaux-arts. Et d'ailleurs, dans votre liste d'exemples, ce qui apparaît, c'est surtout les beaux-arts. Aujourd'hui, on admet quand même complètement aussi l'idée d'une culture scientifique, enfin, l'inclusion de la culture dans la science, enfin l'inclusion de la science dans la culture. On est reparti pour 1 heure là. Hein. Je vous donne ma position, dont je sais qu'elle est minoritaire et qu'il faudrait discuter. Je crois que c'est un abus de langage que de parler de culture scientifique. Je crois que c'est une façon que nous avons de nous masquer la réalité qui est que les rapports entre science et culture posent problème et qu'il devrait y avoir ce que je n'ai pas envie d'appeler une culture scientifique parce qu'il me semble, en ce qui me concerne, que dès qu'on met un adjectif au mot culture, on la mutile. C'est un peu comme la République française, une et indivisible. On peut distinguer des cantons de la culture, la littérature, la musique, la peinture, mais il n'y a de culture que pour autant que tout ça communique, résonne et échange. Et de ce point de vue-là, vous m'accorderez quand même que les contacts entre ce que certains ont envie d'appeler culture scientifique et les formes plus traditionnelles de la culture, littérature, musique, etc., que les échanges et les contacts, s'ils ne sont pas inexistants, sont quand même bien maigres et bien peu productifs et qu'on peut trouver quelques exemples, mais qui sont plutôt rares. Alors, on peut le dire encore d'une autre façon, qui me paraît probante, c'est qu'il me semble qu'il n'y a culture que pour autant qu'il n'y ait familiarité avec l'histoire. Il n'y a pas de culture littéraire si on ne connaît pas l'histoire de la littérature. Il n'y a pas de culture artistique si on n'a pas l'histoire de l'art en tête. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une culture musicale si vous ne vous intéressez que à la musique de votre temps, quelle qu'elle soit. Eh bien, c'est en ce sens-là, c'est un des éléments qui m'amène à dire qu'il n'y a pas de culture scientifique chez les scientifiques. C'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur discipline. Ça n'est pas de leur faute individuelle, tout simplement qu'on ne leur enseigne pas. Ce que je vous ai dit sur Galilée, et en particulier sur son œuvre scientifique, c'est une minorité infime de mes collègues physiciens qui le sait. Les physiciens ne lisent pas Galilée. Pas plus d'ailleurs qu'ils ne lisent Newton ou Einstein. Il y a une représentation de la science qui a eu son efficacité pendant les dernières décennies en tout cas, suivant laquelle elle peut se passer de son histoire, puisqu'elle est tout entière récapitulée dans son présent. Le passé de la science, ou c'était des choses sur lesquelles on s'est trompé, c'est donc pas la peine d'en parler, ou bien ça fait partie de la science d'aujourd'hui. C'est comme ça en tout cas que les scientifiques ont, disons, essentiellement au XXe siècle, penser leur travail. Donc il n'y a pas de compétences historiques, ni épistémologiques, ni même sociologiques ou politiques des scientifiques par rapport à leur propre discipline. Je le dis de façon schématique, un peu provocante, mais je suis prêt à défendre cette thèse dans les détails. Et c'est pour ces raisons-là que je pense que le syntagme de culture scientifique désigne un manque, désigne quelque chose dont on voudrait que ça existe, dont on s'efforce à tout prix d'affirmer l'existence parce que c'est trop douloureux de reconnaître que justement ça nous manque, qu'on se raccroche à quelques éléments mais qui sont insuffisants, me semble-t-il, pour en étayer. Mais encore une fois, c'est une thèse qui m'est personnelle. Bon, j'en profite pour vous dire à toutes et à tous que toute question qui vous viendrait après coup sera la bienvenue. On doit pouvoir trouver, en tout cas grâce au collège, mon adresse électronique. Et c'est avec plaisir que j'accueillerai toute demande d'éclaircissement. Voilà. Merci. Bon, ben merci Jean-Marc Lévy-Leblanc.